Salut à tous les amis, on est parti pour le chapitre 1083 de One Piece. Ah, ça faisait longtemps, putain, que j'attendais un chapitre. Et là, c'est pas un chapitre de merde, hein. Franchement, on apprend une dinguerie, mais complètement folle. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. On est 71 abonnés actuellement sur la chaîne, donc je vous en remercie vachement bien. J'ai dépassé au moins le record de ma pote avec qui je faisais des vidéos YouTube et c'est vachement cool. On est toujours 95% à pas être abonné, donc s'il vous plaît les gens, un petit like, un petit abonnement et on est reparti. Sur ce, on y va. Alors, première chose qu'on voit dans ce chapitre 1083, déjà la page de couverture, ça s'appelle La vérité c'est ce jour-là. Donc avant même de commencer le chapitre, je me doute que c'est la suite de ce que va nous raconter Sabo sur ce qui s'est passé à la rêverie, logique. On voit aussi dans la page de couverture le petit Doflamingo qui fait je sais pas quoi, quel oiseau, je sais pas quoi, enfin bref, c'est pas intéressant, c'est des petits. Pas color spread, mais comment on dit ça? Oui, les requêtes des fans dans les SBS. Donc voilà, c'est pas de mini-aventure, donc tu vas me dire l'aventure des Germa Double Six, je m'en foutais un peu, ça commence à devenir saoulant. Donc, on commence le chapitre avec Sabo qui est sur le royaume de Ketetrav, en compagnie de Involkov et Dragon évidemment. Donc souvenez-vous, on a appris qu'il était en vie et on se doutait bien qu'il allait pas mourir aussi facilement que ça quand même à Lulusia, parce qu'il s'est pris le gros tonnerre qu'on suppose être l'arme antique Uranus. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en réalité. Donc Sabo explique qu'il accomplit ses 3 objectifs à la rêverie. Donc premier objectif, déclarer la guerre au gouvernement mondial, un peu comme l'a fait Luffy à Enies Lobby lorsqu'il a brûlé le drapeau. Mais là, sauf que Sabo, il a pas brûlé le drapeau, il a détruit l'emblème des dragons célestes. Vous savez, la petite patte avec les trois pattes là. Donc il a détruit ça en déclarant la guerre. Il a sauvé Kuma et les autres esclaves, ça c'est son deuxième fait accompli. Donc un peu comme l'avait fait, pas Joy Boy, mais comment il s'appelle le roi des hommes poissons, Fidger Tiger, voilà. Fidger Tiger, ou un truc comme ça, bref, je vais y arriver. Vous savez, l'homme poisson qui a sauvé les esclaves à Marie-Joie, bah, Sabo a réitéré cet exploit-là, donc c'est vachement bien en vrai. Et enfin, pour finir, il a détruit les réserves alimentaires de Marie-Joise. Car oui, on parle actuellement beaucoup de ressources dans One Piece, et je pense que c'est beaucoup lié à notre monde actuel pour pas mal de choses en ce moment. Donc oui, ils ont détruit les ressources alimentaires, donc ils ont plus galéré à se nourrir, etc. Surtout qu'ils ne doivent pas bouffer de la merde, donc ça doit être très compliqué. Voilà, ils ont pété les ressources alimentaires. Ça me fait un peu penser aussi, quand on parle de ressources, de ce que disait le Dr. Vegapunk sur l'énergie et tout ça. Donc ok, même si on vit dans le monde de One Piece où tout a l'air fantasy qui est magique, il y a quand même une certaine forme de logique avec, point de vue ressources. Donc bref, ça rajoute un peu de crédibilité au monde de One Piece. Enfin, ça le rend un peu plus vivant en tout cas. À noter aussi, c'est encore un chapitre où on voit pas les Mugiwara et ça fait du bien. Parce que là, Ishiroda exploite tout le lore de son univers. Et ça rend vraiment le One Piece plus vivable parce que bon, si tout le temps les Mugiwara, on voit tout que de leur point de vue à chaque fois et c'était un peu saoulant. Alors moi, on sait ce qui se passe un peu dans le monde entier. Ça fait vachement du bien, ça nous fait une petite coupure avant de les revoir et ça fait du bien. Donc suite à la discussion, Dragon explique qu'il a fait un soulèvement dans 12 pays et que sur les 12, 8 ont été un succès, dont le royaume de Lulusia, qui a malheureusement été flingué par Im, comme on s'en doute. Bon, on l'avait carrément vu rayer un truc sur une carte, je crois, il me semble, mais bref, ça venait de sa direction en tout cas. Voilà, donc ensuite, Dragon explique à Sabo, bon bah c'est bon, on leur a fait pas mal, etc. Mais il dit les choses sérieuses ont vraiment commencé lorsque les chevaliers divins rentrent en action. Et c'est là où ça fait toute la beauté du chapitre, pourquoi il est masterclass. Parce que les chevaliers divins, on sait pas encore ce que c'est. Mais pour que Dragon dise ça, c'est qu'il doit envoyer du pâté quand même. Hein. Donc dans l'illustration, on voit Dragon expliquer ça, et bon, on voit au milieu un gars qui ressemble à Shanks. Donc est-ce que Shanks fait partie d'un chevalier divin? Ce serait logique de par sa position par rapport au Gorosei et de pas mal de choses. Mais ça serait un peu illogique par rapport en termes de puissance, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait 9... parce que j'ai compté, on voit 9 personnages sur cette page de manga. 9 personnages. Donc est-ce qu'il y en aurait 9 qui soient au niveau de Shanks? Ça serait complètement craqué en vrai. Ça voudrait dire qu'il y a plus de Kachionku en termes de force, quoi. C'est complètement what the fuck, je trouve, quand même.
Ou alors est-ce que les chevaliers divins n'ont pas tous le même niveau? Il y en a, je sens que c'est vraiment le GOAT et les autres ils sont un peu en dessous. Ah, car on sait pas par rapport où les situer, s'ils sont niveau Yonko, Amiro, qui sont-ils en fait et qu'est-ce qui... Déjà, est-ce qu'on parle de puissance ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Est-ce qu'ils ont des facultés à part? Ils sont pas spécialement forts au combat, mais ils ont des facultés vraiment pétées. Vous voyez, un peu comme Shiroshi par exemple, elle est pas spécialement pétée au combat. Mais vu comme c'est une arme antique et qu'elle peut commander un roi des mers, elle peut faire de sacrés dégâts avec, vous voyez. Donc voilà, on sait pas à ce stade-là ce que c'est les chevaliers divins. J'ai vu plein de théories qui parlaient de Shanks direct, mais bon, ça serait, je sais pas, peut-être un peu trop cramé, j'en sais rien, je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, ça nous change aussi complètement loin de One Piece qu'on connaît, parce qu'on a toujours connu les trois grosses instances mondiales dans One Piece, c'est-à-dire les trois amiraux, les 7 Shichibukai, qui a été aboli d'ailleurs, et les 4 Yonko du coup, qui ont aussi eu un changement récemment. Donc qu'est-ce que valent ces chevaliers divins? Parce que pour pas qu'ils les envoient à Marineford quand même, c'est que, je sais pas, il y a un truc. Ou alors ils étaient peut-être sûrs de gagner Marineford juste avec Garp et Son Goku, parce que quand on voit la force de Garp, on se dit quand même que c'était une sacrée force de frappe. Hein. C'est vrai qu'à eux deux, ils valaient plus ou moins l'arme blanche, je pense. Mais bon, ouais, c'est un peu mystique quand même, Chevalier Divin. Ça se trouve, c'était pas si important que ça nous le présentait dans le chapitre, mais je sais pas. Enfin, en termes de puissance, pour moi, ça me semble vraiment trop bizarre d'introduire ça juste à la fin en fait. C'est trop chelou. Et puis s'ils sont encore plus forts que des Yonko, moi je vais vraiment péter un cap parce que bon, ça voudrait dire qu'ils pourraient se frotter à un Luffy en Gear 5 et c'est complètement chelou. Enfin pour moi, non, c'est trop. Bon, ça permettrait à Luffy d'avoir encore une nouvelle fois des combats équilibrés, mais en termes d'équilibre du monde, ça expliquerait pas grand chose en fait. Non, pour moi, j'ai l'impression que ça a été amené comme un cheveu sur la soupe. Bon, pour l'instant, je peux pas trop critiquer là-dessus, car on nous en a juste parlé comme ça. Là, je fais juste des petites théories dans mon coin comme ça pour le moment, mais voilà. Donc, mis à part ce chevalier divin, Dragon voulait éclaircir un point avec Ivankov pour savoir si Sabo a vraiment tué le roi Cobra, et donc Sabo affirme plus ou moins que c'est un mensonge. Mais du coup, on a un petit flashback sur ce qui s'est passé, la rêverie, il y a, je sais plus s'il disait un mois dans le chapitre, un truc comme ça. Donc on voit les 4 capitaines de l'armée révolutionnaire attaquer Marie-Joise. Donc à un moment, t'as un Morley, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui combat Ryukyugyu. Le fameux Aramaki, quoi, qui s'est fait humilier par Shanks. Et qui serait fait humilier par Luffy en vrai aussi, je pense. Donc voilà. On le voit utiliser son fruit du démon, et puis on voit qu'il peut pas utiliser la pleine puissance parce que forcément il soit barré joueuse et Dragon Céleste insiste pour dire si tu détruis nos habitations ou nous, on va vraiment t'exécuter, machin, etc. Et on voit aussi Fujitora qui est en mode ouais, c'est vrai qu'on peut pas se donner à fond, mais. Alors que si on pourrait, à nous deux, on pourrait largement renverser le pouvoir en place. Oui, les pouvoirs actuellement en place de l'armée révolutionnaire. En tout cas, à deux, ils pensent qu'ils peuvent vraiment les buter. Mais ce n'est pas le cas des anciens CP9 qu'on voit du coup, parce qu'on les revoit tous là. Vous savez, le chat papa, le loup, pas la girafe parce que Kaku et Lucci sont actuellement sur Egghead avec les chapeaux de paille. Khalifa. Ah, je me rappelle plus de tous leurs noms, mais bref, on revoit tous les anciens membres du CP9. Et qui, eux, de leur côté, affirment que même si les amiraux ont un handicap, ils pensent que les capitaines pourraient quand même faire un bon combat avec, quoi, qu'ils fassent plus ou moins jeu égal. Donc ça relance encore le débat, peut-être Yonko Amiro, un truc comme ça. Mais voilà, c'est intéressant de revoir des anciens protagonistes. En plus, ils sont entrés dans une petite case, mais vraiment toute petite. Hein. C'est vraiment pas l'encadré du chapitre. Hein. Mais leur discours est intéressant, quoi. Mais du coup, on sait toujours pas du coup où le situer, le Ryukyugyu, quoi. Parce que bon, s'il peut pas se donner à fond, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, et puis on termine le chapitre avec le roi Cobra qui va avoir une instance avec les 5 voyants. Alors pourquoi cette réunion? Pourquoi avec les 5 voyants? Alors est-ce que le roi Cobra aurait appris un truc sur le siècle oublié, une dinguerie? Ou est-ce qu'il a connaissance d'un secret incroyable et que les 5 voyants veulent le buter?
Ou est-ce qu'il y a du chantage, ou est-ce qu'ils veulent le supprimer tout simplement, de peur qu'il découvre certaines choses plutôt. On sait pas trop. Mais bref, voilà, le chapitre s'arrête là, donc je vais m'arrêter là car la vidéo va être un peu longue je pense. Mais voilà, en tout cas, c'était un très beau chapitre et j'espère que pour le prochain, on retournera un peu sur les Mugiwara. Ça fait peut-être 4-5 chapitres qu'on les a plus vus, donc j'aimerais bien savoir aussi ce qui se passe sur Egghead et puis avancer vraiment vers la fin. Car tout le monde dit je veux le One Piece, je veux le One Piece, Baggy le dit, Luffy l'a toujours dit, Shanks l'a dit récemment. Barbe Noire, alors lui il explique pas implicitement qu'il veut le One Piece mais qu'il veut juste sur sa ruche et qu'il veut le pouvoir. Mais bon, il le veut quand même un peu quand même. Donc voilà, là on sent que c'est la dernière ligne droite, la quête pour le One Piece. Et j'espère qu'on va vraiment rentrer dans la bataille finale. Là, je pense que tout va se passer à Elbaf, on verra bien. Mais j'ai vraiment envie de voir des combats là, je peux plus attendre. Là c'est bon, on a eu assez de blabla, maintenant on passe à l'action. Et je pense qu'on aura le reste du flashback le prochain chapitre. Ou alors, si on n'a pas le reste, ça serait vraiment bizarre quoi. Parce que habituellement, Shiroda, lorsqu'il lance un flashback, il le fait jusqu'à la fin. De mémoire. Bon allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!